definition. This is 11 News Good Day Colombia. Un réseau de pirates informatiques démantelé par la section de recherche de la gendarmerie de Dijon. Evidence that the Nasdaq's trading platform was actually compromised in the cyber attacks. Das größte Softwareunternehmen der Welt, Microsoft, wurde heute von Computerkriminellen via Internet angegriffen. Jamais l'État français n'avait dû faire face à un tel acte de piratage informatique. They call themselves anonymous. They are hackers on steroids. Les hackers, des criminels du net, des saboteurs high-tech, de dangereux pirates informatiques sans visage, capables de pénétrer dans nos ordinateurs, de vider nos comptes en banque, d'infiltrer les réseaux informatiques des gouvernements et des entreprises. Quand on parle des hackers, voilà la petite musique que l'on entend. Mais si ce n'était qu'une infime partie de la réalité. Qui sont ces génies de l'informatique recherchés par les gouvernements, les services secrets et les multinationales? Ces virtuoses du net qui ignorent les frontières ou la barrière des langues. Quel est leur vrai pouvoir? Sait-on ce que ces hackers ont dans la tête? Quelles sont leurs valeurs, leur vision du monde? Direction Berlin, destination incontournable pour rencontrer des hackers. Vous l'ignorez peut-être, mais la capitale allemande est la place forte du hacking en Europe. Nous voici dans l'atelier de Dania et Julian, deux des meilleurs hackers de la ville. Dania est russe, Julian est néo-zélandais. C'est ici que ces deux bidouilleurs de génie ont mis au point une invention tout aussi surprenante qu'inquiétante. Un boîtier électronique un peu spécial qu'ils ont baptisé Newstweak. Littéralement, tordre les informations. Démonstration. Dania branche sa boîte. Aussitôt, les deux garçons peuvent s'immiscer dans les réseaux Wi-Fi environnants. Quelques lignes de code, et Julian peut modifier les informations qui circulent sur ces réseaux. Ce jour-là, l'hebdomadaire allemand Spiegel fait sa une sur Kadhafi. Mais lorsqu'on actualise la page, surprise, le nom du dictateur libyen a été remplacé par celui de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, cette démonstration nous est réservée. Mais il suffirait à Julian d'écrire quelques lignes de code de plus pour que tous les lecteurs du Spiegel du quartier découvrent ce nouveau titre. Ce que nous faisons, c'est que nous modifions la circulation des informations sur le réseau. En fait, toutes les informations sont redirigées vers notre boîte. Normalement, elles vont de l'ordinateur de Paul vers le routeur, puis vers Internet. Là, elles passent d'abord par nous et on peut les modifier avant qu'elles repartent vers le routeur. On peut faire ça dans une bibliothèque, un café, une école, un aéroport ou même depuis la bourse. En fait, on peut manipuler tout ce qui est représenté par du texte sur le réseau que nous visons. Le plus intéressant dans tout ça, c'est que notre système est invisible, quasiment indétectable. À première vue, on pourrait imaginer ces deux hackers utiliser leur invention comme un outil de propagande pour manipuler l'information. Ou pourquoi pas, pour influencer les cours de la bourse. Erreur. Leur démarche et leur philosophie sont à l'exact opposé. L'objectif de ce projet est de montrer qu'aujourd'hui, ce qui s'affiche sur une page Internet est souvent confondu, à tort, avec la réalité.
Ce que les gens voient sur une page web, ils le considèrent comme des faits. Pourtant, entre la page qui s'affiche et la source de l'information, il peut y avoir beaucoup d'intermédiaires. 20 ou 30 personnes qui à chaque instant peuvent modifier l'information. Les médias comme Internet définissent la réalité, mais cette réalité est vulnérable. Et elle l'est encore plus quand elle est transmise dans l'air et que l'on peut la saisir, la modifier et la renvoyer. Avec leur invention, Dania et Julian veulent donc nous alerter sur notre croyance aveugle en la technologie et en pointer les dangers. Paradoxe, voilà des hackers qui tirent la sonnette d'alarme sur les risques de désinformation et de manipulation liés à Internet. Paris, nous sommes à la Gaîté Lyrique, un lieu dédié aux nouvelles technologies. Philippe Langlois est un hacker chevronné. Il a créé le premier hackerspace en France, le TMP Lab. Un lieu, comme il en existe dans le monde entier, où se réunissent chaque semaine des passionnés de technologie. Ils partagent leurs découvertes, fabriquent et perfectionnent des programmes. Ici, nous sommes bien loin de l'image du cybercriminel. Je pense pas que je suis dangereux. Je suis pirate, mais je suis pas dangereux. T'es un gentil pirate. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, il n'y a pas de dangereux pirates ici. Il n'y a que des mecs qui veulent bidouiller la technologie. Et non, généralement, les méchants pirates, ils sont dans les films. Le hacking, c'est pas juste un sport de pirater tous les ordinateurs de la planète et la NASA et le Pentagone. Il y a quelques personnes qui font ça, on les appelle les crackers. Mais c'est très souvent, il y a un amalgame qui est très souvent fait qui colle pas tellement. Vous pensiez les hackers seulement bons à pirater des logiciels? Eh bien c'est le contraire. Nous l'ignorons, mais chaque jour nous utilisons des logiciels conçus en partie par des hackers. Des logiciels libres comme OpenOffice, Linux ou VLC, ces logiciels qui concurrencent aujourd'hui ceux de multinationales comme Microsoft ou Apple. La contribution économique des logiciels libres est absolument colossale dans le monde de l'Internet. Firefox, qui est utilisé aujourd'hui par 40% je crois des Français ou des Européens, c'est typique d'un logiciel libre qui a été en partie développé par des hackers. Des hackers qui créent des logiciels libres. Au fond, rien d'étonnant, car leur philosophie est justement de promouvoir des programmes ouverts, gratuits et totalement modifiables. Nous sommes dans les bureaux de SysDream, une entreprise spécialisée dans la sécurité informatique. Ici, tous les employés sont de jeunes hackers, tout comme le maître des lieux, Paolo Pinto, alias CrashFR. Le premier hack que j'ai fait, je me rappelle assez bien, ça touchait, au tout début je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était phreaking, donc tout ce qui concernait en fait le piratage des lignes téléphoniques, on va dire traditionnelles. Et j'avais fabriqué ce qu'on appelait une black box, qui était un tout petit hack avec une simple résistance qui permettait de faire croire en fait à France Télécom qu'on n'avait pas décroché la communication, donc on n'était pas facturé. D'accord. C'était mon premier hack vraiment tout simple, ça se faisait avec une résistance, un fer à souder et c'est tout quoi. À ses débuts, Paolo a flirté avec l'illégalité, comme la majorité des hackers. Mais il a rapidement choisi sa voie. Car chez les hackers, on peut distinguer deux camps en guerre l'un contre l'autre. Celui des white hats, les chapeaux blancs, hackers bien intentionnés, et celui des black hats, les véritables délinquants du net, prêts à voler et à verser dans l'espionnage. Paolo et son équipe mettent eux leurs compétences au service des entreprises menacées par ces black hats. Des banques, des sociétés d'assurance, des industriels, tous inquiets pour la confidentialité de leurs informations. Et paradoxe, ces entreprises font appel à des hackers pour assurer leur sécurité. Donc en effet, on arrive dans un système où ce sont des hackers qui vont apprendre à des clients quelle méthode utilisent les autres hackers Black Hat sur Internet. Et comment ils réagissent tes clients par rapport à ça Alors il faut savoir qu'en France, c'est assez péjoratif en général parce qu'on mélange un peu tout, on mélange hackers et pirates. Donc il y en a certains qui vont pas forcément venir parce qu'ils vont se dire ah oui mais c'est des pirates, on peut pas leur faire confiance.
Et il y en a d'autres qui vont se dire de toute façon, pour apprendre en fait les méthodes à un moment précis, il faut aller voir les personnes qui connaissent ces méthodes-là, et il n'y a pas mieux placé que des white hats pour connaître ce que les black hats font. Des hackers remparent contre le piratage. Pas étonnant si on y réfléchit bien. Car ces bidouilleurs de talent passent leur temps à traquer les failles de sécurité dans les logiciels et les réseaux, et savent en inventer les parades. Mais allons plus loin. À quoi ressemblerait Internet si les hackers n'étaient pas là ? S'il n'y avait pas les hackers, il y aurait pas d'Internet, parce qu'il y aurait tellement de trous de sécurité dans nos ordinateurs et dans les logiciels qu'on utilise que on pourrait même pas utiliser son numéro de carte bancaire sur Internet. On pourrait bien évidemment pas payer ses impôts par Internet, ça c'est même pas la peine d'imaginer. On pourrait pas faire de changement d'adresse sur Internet, demande de casier judiciaire sur Internet. Il y aurait pas toutes ces procédures de dématérialisation auxquelles on assiste, que ce soit dans les rapports à l'administration ou dans les rapports aux entreprises privées, parce que tous les ordinateurs seraient piratés. C'est grâce aux hackers qu'on arrive effectivement à avoir des logiciels qui sont plus ou moins sécurisés. Je ne sais pas si un jour on pourra chiffrer la contribution économique des hackers, mais c'est clair qu'il n'y aurait pas de sécurité informatique s'il n'y avait pas de hackers. Enfin, c'est eux. Hackito ergo sum. Je hack, donc je suis. Une conférence annuelle organisée par Philippe Langlois qui réunit les meilleurs spécialistes de sécurité informatique des 4 coins de la planète. Un événement ouvert au public, mais où caméras et appareils photo sont sous haute surveillance. Excuse-moi, il faut que tu demandes l'autorisation des gens que tu vas prendre en photo. Donc dans mon background, j'allais prendre une photo. Là, quand tu prends des photos larges, tu peux pas faire ça parce qu'on va reconnaître les visages. Il faut que tu demandes à chacun. Ça fait partie de la décharge que tu as dû signer pour avoir ton badge. On respecte la vie privée, quoi. C'est tout. C'est un des principes du base du domaine du hacking et de la sécurité. Protéger la vie privée des participants, sans doute. Mais chez les hackers, il y a aussi un goût immodéré pour le secret. Hérité en partie des années où les gouvernements leur faisaient la chasse. Aujourd'hui, les temps ont changé. Pour preuve, ce matin, c'est même un gendarme qui ouvre la conférence. Good morning. My name is Eric Fressinet. I work for the Gendarmerie nationale de France. Depuis quelques années, les États recrutent des hackers. Mathieu, ici en veste marron, en est un bel exemple. À 20 ans, sans même le bac, il a été embauché par le ministère de la Justice des Pays-Bas pour traquer des criminels sur Internet. Aujourd'hui, il forme des policiers, des agents du FBI ou bien encore des militaires. On me demande beaucoup de formation à l'extérieur. Dans 2 semaines, je vole à Singapour pour donner une formation. Ensuite, je dois aller à Bangkok rencontrer des gens de Microsoft. Quelques clients de Microsoft en Thaïlande à rencontrer. Ensuite, je dois retourner à Amsterdam pour donner une formation. Et cet été, j'ai quelques formations aux États-Unis, dont à Las Vegas. Renseignements, enquête judiciaire, protection des informations et des installations sensibles. Pour tout cela, les hackers sont aujourd'hui devenus précieux pour les États. Là, en ce moment, la DGSE, l'ANSSI, c'est l'agence des systèmes de sécurité d'information qui est chargée de la cyberdéfense en France, et la DCRI engage à tour de bras des ingénieurs informaticiens ou spécialistes de l'électronique, et donc des spécialistes de la sécurité informatique, et donc des hackers. Ils n'arrêtent pas d'embaucher parce qu'il y a une véritable demande. Et ça, c'est nouveau ? Le fait qu'ils embauchent à ce point-là, oui. C'est-à-dire que là, c'est depuis 2 ans, la DGSE et l'ANSSI ont annoncé qu'ils allaient recruter chacun entre 100 et 300 personnes. Si les États courtisent les hackers, pour autant, entre hackers et gouvernement, la confiance n'est pas aveugle et la méfiance reste encore de mise. Retour à Berlin, au Chaos Computer Club. Ce club de hackers est sans aucun doute le plus mythique d'Europe. Un club à l'histoire tumultueuse, fondé en 1981. Andreas Vogt en est membre depuis plus de 20 ans. Il a été de tous les combats du club. En 2002, il démontre que les machines à voter électroniques sont piratables et pousse ainsi le gouvernement à renoncer à leur usage. Il y a 3 ans, il se lance dans une nouvelle campagne,
et dénonce l'utilisation des empreintes digitales sur les cartes d'identité et les passeports. Pour lui, ce procédé est un flicage des citoyens, une atteinte grave aux libertés individuelles. De plus, il prouve que le dispositif n'est absolument pas fiable. Nous avons développé un système qui permet de reproduire des empreintes digitales, simplement avec une imprimante laser et un peu d'huile. C'est très facile en fait. L'encre de l'imprimante reste en surface et crée une empreinte en relief. Et avec un peu de colle dessus, vous la mettez sur votre doigt. Nous avons testé cette technique en allant voir des spécialistes de la détection d'empreintes digitales. Nous venions à deux, l'un des deux avait sur son doigt la copie de l'empreinte de l'autre personne. Les spécialistes nous disaient « Non, non, le système de reconnaissance ne marchera pas avec deux personnes différentes ». Et puis nous, on leur a prouvé que ça marchait. Andreas et ses amis du Chaos Computer Club ne se contentent pas de pointer les défaillances techniques de la biométrie. En 2008, ils ridiculisent littéralement le projet. Ils publient dans leur magazine un kit pour reproduire les empreintes du ministre de l'Intérieur de l'époque, Wolfgang Schäuble, grand promoteur du passeport biométrique. Comment vous avez fait pour obtenir l'empreinte du ministre ? Je préfère ne pas rentrer dans les détails. Mais disons que même les ministres laissent des empreintes partout. Pendant plusieurs mois, les responsables politiques ont même été inquiets de tenir un verre d'eau quand nous étions à côté d'eux. En France, une loi débattue en 2009 précipite l'entrée des hackers dans l'arène politique. C'est la loi Hadopi. Avec elle, le gouvernement veut en finir avec le téléchargement illégal. 450 000 films sont téléchargés illégalement par jour. Le marché de la musique a été divisé par 2 en 5 ans. La liberté des pirates s'exerce au détriment des artistes et conduira à leur disparition. Ce ne peut être la loi de la jungle. Hadopi prévoit de couper l'accès à Internet pour les coupables de téléchargement pirate et d'instaurer un système de filtrage de la toile. Impensable pour les hackers, car contraire à l'esprit d'Internet, basé sur le partage et le libre accès au réseau. L'Hadopi, ils ont voulu faire rentrer une cheville ronde dans un trou carré. Ça ne peut pas fonctionner. Et donc ça fait des années qu'on leur explique que ça ne peut pas fonctionner. Or, le gouvernement a décidé que ça doit fonctionner. Bon, en face, il y a des gens qui essayent depuis des années de leur expliquer que ça ne marchera jamais. Et comme le gouvernement ne comprend pas, il y a une déconnexion. Jérémy Zimmerman fait partie de ceux qui se sont mobilisés contre Hadopi. Avec son association, la Quadrature du Net, il fédère hackers et internautes. Et ce nouveau lobby se lance alors à l'assaut de l'Assemblée. C'est des milliers de mails, c'est des milliers de coups de fil qui ont assailli le Parlement et les diverses rédactions et les forums. Et le moindre espace de discussion sur Internet s'est retrouvé rempli de discussions au sujet de l'Hadopi. Dès que quelqu'un écrivait quelque chose pour dire « ouais, de toute façon, on s'en fout », il y avait 400 commentaires derrière de gens « mais non, on s'en fout pas », etc. C'est littéralement des centaines, des milliers de personnes qui n'avaient jamais vu un texte de loi, qui n'avaient jamais regardé les débats au Parlement, qui ne savaient même pas ce qu'était un amendement, qui là se sont retrouvés à se taper les 100 heures de débats parlementaires devant leur petit écran, en même temps, en lisant les amendements, en commentant sur les forums, sur les salons de discussion, etc. Et c'est grâce à eux, c'est grâce à la génération Hadopi que l'on a pu remporter cette bataille et que l'Hadopi se fasse trancher la tête au Conseil constitutionnel et qu'il en reste une espèce de moignon sans tête qui est l'Hadopi 2, qui est voué à l'échec et qui ne fonctionnera jamais. En juin 2009, l'accès à Internet est reconnu comme une liberté fondamentale. Impossible donc d'en priver ses utilisateurs. Hadopi est morte-née. Mais ce n'est pas tout. L'épisode aura aussi révélé l'incompréhension et la peur qui habitent certains politiques. Il y a une minorité de responsables politiques qui effectivement diabolisent Internet parce qu'ils en ont peur.
Ils en ont peur pour plein de raisons, soit parce qu'ils sont persuadés qu'il y a plein de pédophiles, de nazis et de pirates informatiques et que c'est un coup de gorge, quoi, un côté un peu moyenâgeux. Soit ils en ont peur de façon un peu plus profonde parce qu'ils s'aperçoivent que on est en train de, sur Internet, c'est pas une démocratie représentative, ou c'est pas l'oligarchie, c'est pas une question d'élite, que tout un chacun a voix au chapitre, même si t'as pas un bac+7, même si t'es pas habitué des plateaux de télévision ou des plateaux de radio ou que t'es pas régulièrement interviewé dans la presse, tu as voix au chapitre. Et ça, il y a des gens, ils supportent pas cette idée-là. Internet, outil d'une nouvelle forme de démocratie directe. Possible. Mais certains internautes ne se contentent pas de prendre la parole et optent pour des méthodes beaucoup plus radicales. Hello. This is a classified message from Anonymous. Mass publication is strictly recommended. We have already made it very clear that we will fight for freedom of speech and a free press. Derrière cette vidéo, des hackers d'un nouveau genre, les Anonymous, masqués, indénombrables, de toute nationalité. Leur mode d'action, saturer et rendre inaccessibles les sites web des gouvernements et des multinationales. Et lorsque c'est nécessaire, descendre dans la rue. Un mouvement sans chef ni idéologie, né aux États-Unis en 2008 d'une mobilisation contre l'église de Scientologie. Remember, we are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Paris, mars 2011. Des Anonymous manifestent devant l'église de Scientologie. Nous voulons l'interdiction et la dissolution de la Scientologie. Parmi eux, Vichous, 22 ans. Il est de toutes les manifestations et a décidé de nous montrer son moyen d'action préféré. Cela s'appelle le déni de service et ne nécessite qu'un simple ordinateur et une connexion Internet. Ok, ça marche. Ici à URL, on colle le nom du magnifique site de la Scientologie. Voilà. On peut laisser un petit message. Donc je vais laisser un petit truc. Bisous les Scientos. Et on y va. Voilà le nombre de requêtes qui s'affiche ici. Donc là, j'ai simulé 70 000 ordinateurs. On va aller jusqu'à 100 000. Donc à moi seul, je ne peux pas faire grand-chose, évidemment. Mais lorsque l'on est 100, 200, 300, voire même 2000, 3000 personnes à utiliser le même logiciel au même moment contre la même cible, ça bloque les serveurs. Et le site est inaccessible. Et le site est inaccessible. Et donc en fait, pour lancer une attaque comme ça, il suffit de quoi? De 10 secondes, 15 secondes en fait? Même pas, même pas. Vous mettez le site internet ou l'adresse du serveur, vous appuyez sur le code, vous choisissez le nombre d'envois secondes et vous appuyez. Il suffit simplement de quelques clics et ça y est, on attaque un serveur gouvernemental. Les Anonymous ou le hacking à la portée de tous. Parmi leurs coups d'éclat, le blocage en décembre dernier des sites de Visa, Mastercard, PayPal et Amazon. Tous coupables à leurs yeux d'avoir coupé les vivres à Wikileaks. Au début de l'année 2011, les Anonymous changent de cible et décident de mettre leurs compétences au service des révolutions arabes. Ils bloquent alors les sites des dictatures tunisiennes et égyptiennes. Lorsque les Tunisiens ont décidé de passer à l'action, nous avons décidé de les accompagner. En fait, on s'est concerté sur les serveurs à attaquer en grande priorité. Et une fois qu'on était tombé d'accord, ce qui va assez vite grâce à Internet, nous avons attaqué les serveurs concernés. En bloquant les sites web de gouvernements corrompus, les Anonymous ont participé, à leur façon, aux révolutions arabes. Pour autant, leurs méthodes sont loin de faire l'unanimité, en particulier au sein de la communauté hacker. Pour moi, les Anonymous, ça peut pas être un plus, parce que c'est une milice, c'est quelque chose, comme je te disais, qui est assez facho. C'est fondamentalement des gens qui agissent de leur propre chef, et de manière quand même assez violente. Parce que quand tu bloques un site, ah oui, c'est une forme de
C'est contre la volonté du site en question. Maintenant, ça a le mérite de poser des questions graves et de mettre quelque part les politiques et certains acteurs économiques devant leurs responsabilités et dire voilà, là ce que vous faites c'est pas correct. Les Anonymous, démocrates ou censeurs, contre-pouvoir ou nouveau pouvoir menaçant. Une chose est sûre, cette génération d'activistes nous fait entrer dans un nouvel âge d'Internet, avec ses avancées pour la démocratie, mais aussi ses dérives. Une nouvelle donne dont nous devons prendre la mesure, car avec Internet, c'est la hiérarchie même des pouvoirs qui est remise en cause. Sur Internet, une des premières choses que j'ai compris, c'est qu'à l'époque, quand je suis arrivé, il y avait Bill Clinton qui était président des États-Unis, il avait une adresse email et puis moi aussi. Quand tu commences à aborder la chose sous cet angle-là, ça change tout. Voilà, tu peux t'exprimer, tu peux communiquer avec les gens, donc tu es beaucoup plus dans un monde horizontal. Et c'est ça, je pense, qui est révolutionnaire et qui va bouleverser le fonctionnement de nos démocraties. Voilà, c'était donc Hackers, ni Dieu ni Maître, un film de Fabien Benoît. Alors pour prolonger le débat, deux invités avec nous ce soir. Éric Filliol, c'est un des meilleurs spécialistes français en matière de sécurité informatique, directeur de centre de virologie et de cryptologie, docteur en informatique et en mathématiques. Vous avez été officier dans l'armée, spécialiste des questions de cyberguerre. Vous avez publié plusieurs livres, dont celui-ci, Cybercriminalité. C'est une enquête sur les mafias qui envahissent le web. À ma droite, Sandro Geiken. Vous êtes spécialiste, vous, en cybersécurité, cyberguerre, cybercrime. Vous êtes aussi docteur en philosophie. Et si mon information est bonne, vous arrivez tout juste de Washington aujourd'hui, où vous avez rencontré des militaires américains spécialisés sur ces questions. Et demain, vous serez en Suisse pour une conférence sur la sécurité. Donc, il n'y a pas que les hackers qui voyagent, il y a aussi les gens comme vous qui nous protègent contre les méfaits du hacking. Alors, pour commencer, je voudrais revenir sur une histoire qui a sans doute beaucoup frappé les téléspectateurs dans le film que l'on vient de voir. C'est celle des Anonymous, ces hackers qui se présentent comme les chevaliers blancs du net. Mais en même temps, ils agissent masqués, un peu comme le Ku Klux Klan à une certaine époque. Ils ne reconnaissent pas plus la légitimité des gouvernements démocratiquement élus que des dictatures. Alors, ma première question à vous, Sandro Geiken, qui réfère aussi à ce qui s'est passé avec le patron de Wikileaks, cette autre organisation qui avait rendu public un certain nombre de documents qui étaient considérés comme confidentiels, des documents diplomatiques et des documents politiques. Quand le patron de Wikileaks, Julian Assange, un adepte de la transparence, a été arrêté pour viol présumé, les Anonymous, donc ceux-là même dont il a été question dans le film, ont attaqué et bloqué des très grosses entreprises comme Mastercard, Visa, etc., comme on l'a vu aussi dans le film, qui avaient suspendu leur lien avec Wikileaks. Il y a comme ça des gens sur le net qui se comportent comme une milice hors la loi et se transforment en policiers. Vous appelez ça comment, les Anonymous ? Alors les Anonymous, c'est une communauté un peu particulière. En majorité, ce ne sont pas des hackers. Certains sont techniquement très forts et sont capables de pénétrer des réseaux. Enfin, ils détruisent les sites quand même. Oui, certains s'y emploient, mais la grande majorité se borne à mettre des ordinateurs à disposition pour dégager la capacité de calcul et l'espace d'adressage nécessaire pour attaquer un site. Ce type d'action est assez fréquent chez les militants du net. Mettre un site internet hors service, c'est assez simple à faire finalement. Il suffit de coordonner une attaque à partir de très nombreux ordinateurs. Et ces attaques sont le pendant technologique de mouvements de contestation sociale. Éric Filliol, vous parlez de quelque part de dictature de la technologie. C'est à ça que vous pensez quand on parle des Anonymous, par exemple. C'est des gens qui, en gros, pratiquent la loi du lynchage, d'une certaine manière, puisqu'ils se déguisent en adeptes interdits d'interdire et se permettent tout au nom de ça. C'est comme ça que vous diriez ? Disons que ça fait partie, effectivement, d'une certaine forme de dictature, dans la mesure où il est impossible d'exercer un quelconque contrôle. On ne sait pas qui ils sont. On ne peut pas contrôler les outils qu'ils utilisent, et je rejoins ce que disait Sandro, c'est que ce ne sont pas forcément des hackers, ce sont d'ailleurs rarement des hackers. C'est quoi alors? C'est des militants? Ce sont des activistes, des militants. Ils se servent du hacking pour continuer sous d'autres formes? Voilà, effectivement. Ils récupèrent des outils qui sont en libre circulation sur Internet, qui sont faits le plus souvent par des hackers, et ce sont de très bons outils.
Alors, quand je parlais d'absence de contrôle, le problème, effectivement, on est un peu le même parallèle avec la circulation des armes dans les banlieues. C'est-à-dire qu'il y a quelques personnes qui les fabriquent, ils sont en faible nombre, mais il est devenu très simple de se procurer ce genre d'armes et de les utiliser, et il n'y a pas besoin de savoir comment fonctionne un fusil mitrailleur pour l'utiliser. C'est exactement la même chose, bien sûr décuplé avec les outils informatiques. Alors pour être tout à fait juste, il faut dire aussi, par exemple, même les Anonymous, par exemple, ont fait des actions qui ont permis au mouvement démocratique dans les pays arabes, en Égypte et en Tunisie, par exemple, ont fait circuler cette information et ont aidé les démocrates. Mais en même temps, ce qui est assez bizarre, c'est qu'ils ne font on a l'impression qu'ils ne font aucune différence entre les régimes dictatoriaux et les régimes démocratiques. Ils appliquent à tous les mêmes méthodes. Est-ce que c'est pas choquant, ça ? Oui, c'est choquant et ça témoigne bien d'une idéologie mal tempérée. Laissez-moi citer la philosophe Hannah Arendt. Ses actions s'inscrivent assez clairement dans un système de pensée totalitaire. Hannah Arendt a bien montré que le totalitarisme commence là où le système, les idées, l'emportent sur l'humain. Et il faut bien dire que pour certains hackers, c'est pas la majorité certes, la liberté de l'information est un principe tellement fondamental qu'il faut le faire triompher partout, quelles qu'en soient les conséquences. Alors, Wikileaks pose très bien la question de la transparence totale. En 2 mots, je rappelle son principe. Des hackers dans le monde entier piratent des documents de gouvernement, d'entreprises, privées. Et Wikileaks les diffuse sur Internet. Et c'est ainsi que des milliers de documents diplomatiques secrets ont été donnés à de grands journaux qui se sont chargés de faire un tri et de les publier. Alors les avis sont partagés sur la méthode et même sur le point de savoir si ces documents nous ont appris des choses capitales sur la marche du monde. Pour Julian Assange, tout doit être dit. Et de plus, il ne s'en cache pas, il se présente comme un militant qui veut s'attaquer aux États-Unis. Il a le droit, mais enfin bon voilà, c'est un militant, c'est pas quelqu'un qui se dirait objectif comme la presse ou l'information dont vous parlez, qui revendique cet équilibre-là, devrait en être déontologiquement responsable. Je vais prendre un parallèle. La transparence à tout craint prônée par Wikileaks s'est posée au général de Gaulle à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand les forces de résistance ont repris le pouvoir. Il a fallu, devait-on publier ou non, toutes les archives qui sont encore protégées et faire le grand nettoyage que prône Julian Assange. Et la décision s'est très vite imposée aux gouvernants, aussi difficile soit-elle. Non, parce que l'État français, qui devait se reconstruire, aurait volé en éclats et on aurait déclenché une guerre civile. Oui. Donc on voit bien que, aussi cruel que ça puisse être, parce qu'il s'agit quand même d'événements douloureux, la décision a été justement de dire non, on ne peut pas rendre tout transparent. Et je pense que dans bien des domaines, c'est impossible, c'est tout simplement impossible. Cela étant, il faut bien dire que ces publications de câbles à l'initiative de Wikileaks, c'est un peu irresponsable. C'est aussi assez peu démocratique d'ailleurs. Les militants de Wikileaks nous assurent qu'ils travaillent pour la démocratie. Mais nos sociétés sont des démocraties représentatives. Des démocraties où il est convenu que certaines informations sont secrètes par nature, pour des raisons de sécurité. Et il y a par ailleurs des organismes de contrôle, des commissions parlementaires par exemple, et ça fonctionne d'ailleurs très bien. Il serait donc souhaitable que ce type de révélation transite par la presse établie et non par des militants qui obéissent souvent à une idéologie particulière et qui ne sont pas animés par des règles déontologiques. Ces gens-là ne se posent pas forcément la question de savoir si telle information est publiable, si elle ne risque pas de mettre en péril la sécurité d'autres, si elle est vraiment d'intérêt public. Alors, quand même, après ces 2 exemples symptomatiques que sont Anonymous et Wikileaks, je voudrais maintenant revenir sur quelques informations de base, histoire de se faire une opinion sur ce phénomène de société en train de donner le tournis aux décideurs. D'abord, cette question, qui sont les hackers ? Alors, des corsaires ou des pirates ? Des pirates qui roulent pour leur propre compte sur Internet, ou bien des corsaires, c'est-à-dire des pirates engagés par des gouvernements, des entreprises ou des institutions, et qui montent à l'abordage des sites ennemis pour le compte de leurs clients. Alors ma question, ce sont des corsaires ou des pirates, ou ce sont les deux, mon capitaine ? Ça dépend. En fait, c'est un problème d'obédience. Mais déjà, à la base, un hacker, c'est un passionné technique qui privilégie le résultat sur la méthode. Donc, de ce point de vue-là, il est un peu différent de l'approche académique qui privilégie la méthode. Et le but, c'est de comprendre un système dans ses moindres détails. Alors après, qu'est-ce qu'il fait de cette compréhension ? Soit il essaye d'améliorer le produit, il communique ses informations à des États. Il ne faut pas oublier que l'informatique a aussi une dimension stratégique. Et dans le premier reportage, c'est important, celui qui a l'avantage, c'est-à-dire celui qui connaît intimement les systèmes de l'adversaire, pour ne pas dire de l'ennemi, a un avantage stratégique. Donc après,
peut-il le communiquer ? Il y a un certain nombre de lois, dont en France, qui fait de l'informatique et de cette connaissance un domaine stratégique, donc on ne peut pas publier n'importe quoi. Après, il peut le monnayer, c'est le marché des failles critiques, mais où on retrouve comme clients des États, des groupes mafieux. Alors effectivement, s'il fait le choix d'une certaine voie éthique, travailler au profit des sociétés, de gouvernements, on dira un corsaire. S'il fait l'autre choix, s'il va du côté sombre, ça sera plutôt un pirate. Alors, on est bien loin du temps où les hackers étaient juste quelques bidouilleurs de génie comme ça dans des chambres de bonne. Maintenant, ce sont des cerveaux que le monde entier s'arrache. Qui les débauche, ces petits génies informatiques qu'on voit maintenant aller travailler pour le Pentagone ou en France pour les services et en Allemagne pareil ? Tout d'abord, il faut dire qu'il y a très peu de très bons hackers. C'est ce qu'il ressort très clairement de la campagne de recrutement qui a été lancée dans le monde entier, car aujourd'hui, tout le monde s'intéresse à la cyberguerre et force est de constater que le diplômé moyen en informatique ne fait pas l'affaire. Le bon profil ne se trouve pas à l'université, mais chez les bidouilleurs de génie, justement. Des gens qui ont pu développer au fil du temps de l'intuition technique. C'est pas simple et ils sont très peu nombreux. Et comme ils sont rares, la plupart ont déjà trouvé à s'occuper dans le privé. En Occident, tous ceux qu'on connaît bossent dans le privé et sont très très bien payés. C'est d'ailleurs un immense problème pour les militaires qui doivent essayer de les débaucher, de les attirer, alors que les rémunérations pratiquées dans l'armée ne sont en rien comparables. Oui, vous nous dites qu'ils ne peuvent pas se les payer en fait. L'armée ne peut pas se les payer, ils sont trop chers maintenant, en gros. C'est ça, et pour contourner le problème, l'armée fait appel à des sous-traitants, on loue les services de toute une entreprise spécialisée, se créent ainsi des boîtes de cybermercenaires qui offrent leurs services, il y en a quelques-unes aux États-Unis, plusieurs modèles sont à l'essai, évidemment pour l'armée le recrutement direct est préférable, car les sous-traitants se vendent aussi aux plus offrants. Messieurs, je vous invite, voilà, il y a un gisement là d'emploi formidable pour ceux qui veulent gagner beaucoup d'argent. Voilà. D'ailleurs, j'ai remarqué, il y a beaucoup d'hommes, enfin, j'ai pas vu de femmes dans tout ça. C'est bizarre quand même, non ? Oui, alors il y a juste comme ça pour l'explication, c'est parce que nos caméramans avaient été sélectifs ou bien vraiment c'est un monde d'hommes ? Et qu'est-ce que ça raconte le fait que ce soit un monde d'hommes ? C'est un monde d'hommes quand on va dans le bon indicateur, c'est dans les forums et dans les conférences de hacking. En gros, on a 95% d'hommes, ce qui est un peu dommage parce que quand on arrive à avoir une ou deux femmes ou filles, parce qu'elles sont assez jeunes, dans ce domaine-là, on s'aperçoit qu'elles apportent une vision un peu nouvelle et en tout cas un peu plus mature. N'empêche que corsaires ou pirates, les uns comme les autres, ont aujourd'hui une puissance considérable. Ils changent la donne de la guerre moderne, comme on l'a vu dans le premier film, et ils changent la donne de l'information dans les démocraties, comme on l'a vu avec Wikileaks, et aussi dans les dictatures, en Iran, en Libye, en Égypte ou en Syrie. Ce qui est sûr, c'est que pirates et corsaires s'insinuent dans les failles des systèmes et en perturbent le fonctionnement dans le but d'arriver à leur fin. Alors, ma question, Éric Filiol, on a vu les risques concrets dans le premier film qui sont... ma question d'ailleurs vaut pour tous les deux. La grande angoisse, c'est aujourd'hui des coupures électriques qui désorganiseraient complètement les sociétés. Est-ce que c'est ce risque-là qui est le plus craint ? C'est contre ce risque-là que les démocraties se mobilisent le plus pour éviter d'être déstabilisées ? C'est un domaine évidemment où les dégâts potentiels sont colossaux. Imaginez quelqu'un qui mettrait hors service des infrastructures sur tout le territoire. Il faudrait s'attendre au pire. En Allemagne, les dispositifs de gestion de crise sur tout le territoire national sont prévus pour durer 5 ou 6 jours. Imaginez maintenant que quelqu'un arrête le réseau électrique pendant 3 semaines. La crise serait énorme et les dégâts tout autant. Cela dit, ce serait très difficile à faire. N'oublions jamais que ce type de piratage est extrêmement complexe. On a parfois tendance à l'oublier. Il faut relativiser ce que l'on a entendu dans le reportage, notamment en provenance des États-Unis. Il ne suffit pas d'entrer sur un réseau et d'actionner l'interrupteur. Si c'était si simple, ce serait déjà arrivé. Pour couper l'électricité, par exemple, il faudrait d'abord pirater les systèmes de multiples centrales, dont la plupart ne sont pas accessibles depuis Internet, dont les configurations et les instruments sont complexes et très différents. Pour y arriver, il faudrait travailler avec les fabricants de matériel. C'est pas quelque chose qu'on peut faire dans ses temps libres, ou même comme petit cybercriminel. Une armée pourrait y parvenir, mais on voit mal quel serait son intérêt. Mais est-ce que, Éric Filiol, est-ce que c'est à la portée des États, et seulement des États, ou est-ce que c'est aussi à la portée des groupes terroristes, par exemple, de se procurer ? Et est-ce que vous avez dit c'est très compliqué, donc j'en déduis que
c'est pas à la portée du premier venu, du premier hacker venu qui veut. C'est important de dire ça à ceux qui nous écoutent. Mais est-ce que c'est à la portée des États voyous, c'est à la portée des grosses organisations terroristes? Oui. En fait, il y a un gros problème, c'est que pour l'instant, on voit, il y a un problème de perception, et en particulier nos décideurs, qui voient de la guerre informatique seulement un aspect purement numérique qui se passerait dans une quatrième dimension, dimension cybernétique. En fait, le problème, c'est que, et fort heureusement, les gens qui mènent des attaques n'ont pas de pensée opérationnelle et n'ont pas encore au fait des aspects tactiques et stratégiques. En fait, on travaille pas mal là-dessus, et l'idée, c'est il vaut mieux faire quelques petites attaques sur des systèmes qui, en apparence, ne sont pas importants, et créer cet effet domino. Parce que nous sommes dans des sociétés qui sont hyper connectées, et donc, actuellement, personne n'est capable d'établir la cartographie des dépendances entre les systèmes. Oui, mais Eric, est-ce que vous savez ce que nous a dit Sandro avant de commencer cette émission, à propos de ces pirates qui ont réussi à pirater des milliers de codes de cartes de crédit, etc. Et Sandro nous a dit, il faut arrêter de payer sur Internet, parce qu'autrement, c'est trop dangereux. Vous répéterez ça publiquement? Il faut arrêter de payer sur Internet? Évidemment que je maintiens. Le moyen le plus sûr pour contrer la cybercriminalité, c'est de lui couper l'herbe sous le pied, tout simplement, en remplaçant le commerce électronique par un simple virement bancaire. Mais est-ce qu'on peut faire ça? Moi, je sais, j'ai quelqu'un dans ma société qui me dit qu'il ne faut pas payer les cartes. Il ne faut pas payer par carte de crédit, c'est trop dangereux. Mais on peut faire autrement quand vous voyagez, vous allez dans un hôtel, vous allez dans un restaurant. Et pourquoi ne pas faire un virement? Vous vous rendez compte ce qu'on est en train de dire aux gens, c'est quand même compliqué. Alors, on peut le croire, cela dit, quand on se souvient que des hackers qui ont réussi à pirater le compte de Sarkozy, on peut imaginer, et les comptes du gouvernement à Bercy, on peut imaginer aussi qu'ils peuvent pirater les comptes particuliers. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric? Oui, vous avez cité l'attaque de Bercy, mais l'attaque de Bercy est très intéressante, parce qu'on pourrait dire, ce sont des techniques, les techniques qui ont été utilisées sont très simples. Sur une échelle de 1 à 10, l'attaque se situe à un niveau 2 ou 3. Et ça peut être fait, tous les outils sur Internet, de manière assez simple. Ce qui change dans l'échelle de gravité. De difficulté. De difficulté, d'accord. De difficulté. Ce qui change dans l'attaque de Bercy, c'est qu'il y a une pensée opérationnelle préalable. C'est-à-dire que les gens qui ont été ciblés... Alors je rappelle, il y a eu 150 ordinateurs du ministère qui ont été piratés, des Finances. 10 000 ordinateurs ont dû être débranchés en un week-end. Et du côté du Pentagone, dit recevoir plus de 5 000 attaques par jour, juste pour information, donner le contexte aux téléspectateurs. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette attaque, mais de plus en plus dans les attaques que l'on peut observer, c'est qu'il y a une phase préalable de renseignement. Et ça, on est typiquement dans une approche de type, en tout cas, militaire. Alors cette phase de renseignement, les gens le font pour gagner de l'argent, pour voler des codes de carte bleue ou autre, mais on ne peut pas mener une attaque en se levant un matin en disant « Tiens, aujourd'hui je suis en forme, je vais attaquer tel site ». Il faut maintenant de plus en plus, face à la complexité des systèmes que nous avons, cette cartographie, faire du travail de renseignement, et souvent ça passe par des moyens qui ne sont pas forcément techniques. C'est du renseignement en milieu ouvert, ce sont des gens qui discutent dans des salons, dans des trains, ou qui regardent, qui lorgnent sur l'ordinateur sur lequel on est en train de travailler. Mais ça ne nous rassure pas ce que vous dites quand même. Non, c'est si c'est aussi facile, c'est quand même... Ce qui nous sauve, c'est parce que l'humanité n'est pas peuplée de gens bien intentionnés. Sur ce point, il faut rappeler que la criminalité organisée ou les spécialistes de la cyberguerre sont beaucoup plus dangereux que les ados ou les cyberdélinquants isolés, car ils sont en mesure d'avoir accès aux renseignements nécessaires. Ils pourront engager des complices qui vont pénétrer à l'intérieur, voler les plans ou les certificats, et c'est là un phénomène qui se développe. Au cours des derniers mois, on a vu une véritable montée en puissance du hacking professionnel et très très bien informé. Ces fraudes, vous venez de nous en parler, on le voit, pourraient donc avoir des conséquences dramatiques. Et encore, faudrait-il parler des films, des musiques qui sont téléchargées gratuitement par des millions d'internautes. Dans ce cas, ce sont les revenus des auteurs et des créateurs qui seraient menacés. Alors, face à cet immense défi, que faire? Que peut-on faire? Que doit-on faire? Laisser faire, c'est-à-dire en gros, on va dire l'ultralibéralisme appliqué à la toile, comme le disent curieusement les anarchistes du net, ou contrôler le net, comme l'a préconisé lors d'une réunion récente du G20 le président Sarkozy. La plupart des internautes militants disent à Sarkozy, vous vous trompez de monde et d'époque, la vraie bataille, c'est de défendre partout complètement Internet comme un espace de liberté. Il dit, pas besoin de contrôle des États, le système va s'autoréguler. Alors la question, c'est comment il va s'autoréguler, Eric Filiol, en 2 mots, si c'est possible. Si c'est possible. Je pense que c'est un problème il faut relancer un débat. On a vu dans Adopi qu'il y a eu une absence de débat et qui a abouti, à cette incompréhension entre générations, entre secteurs économiques différents.
Et je pense que si jamais, effectivement, le système est de nature à pouvoir s'autoréguler, mais pour peu que les décideurs, qui ne comprennent rien à la chose informatique, acceptent de dialoguer avec les hackers, cette mouvance qui naît, et que les hackers acceptent d'écouter. Je pense qu'il faut que chacun fasse un pas vers l'autre et que le dialogue s'instaure pour justement aboutir à un nouvel équilibre. Oui, mais allez-y. Moi, sur la question de l'autorégulation, je suis vraiment sceptique. Car finalement, sur Internet, c'est le droit naturel qui l'emporte, pour employer ici un concept philosophique. Internet n'est soumis à la juridiction d'aucun État, et donc la régulation est forcément aléatoire. On le voit bien sur la question du droit d'auteur. Alors que l'industrie essaye de toujours mieux protéger ses supports, les DVD par exemple, ça ne sert à rien car il est possible de filmer la projection avec une caméra numérique et puis d'en diffuser le résultat sur le net. Et l'internaute peut facilement dissimuler le pays à partir duquel il opère, ou faire comme s'il y accédait à partir d'un pays où les sites de partage ne sont pas contrôlés. Le respect du droit d'auteur est un immense problème et je ne comprends vraiment pas pourquoi la communauté des hackers insiste pour pouvoir télécharger illégalement. Ça n'a pas de sens, car ça force tout simplement les États à imposer de nouveaux contrôles. Quand on appelle tout le monde à l'autorégulation et que ça ne fonctionne pas, car chacun veut pouvoir regarder un film ou écouter de la musique sans payer, on va dans le mur. Vous savez ce que répondent les internautes? Ils disent qu'il y a un droit universel à se connecter et les pouvoirs publics doivent avant tout garantir l'accès du plus grand nombre. J'allais dire, quand on parlait de philosophie ou d'idéologie d'Internet, tout à l'heure, peut-être que c'est ça, la conscience Internet, l'idéologie Internet. Mais non, je riais parce que finalement, vous plaidiez plutôt pour un contrôle, et puis Éric Filliol, français, vous allemand, et Éric Filliol, français, lui plaidait plutôt pour, une compréhension des Internautes. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Techniquement, le contrôle n'est pas possible. Le problème, c'est qu'il faut comprendre, c'est que techniquement, le contrôle n'est pas possible. Une fois qu'on a admis... Vous êtes d'accord avec ça? C'est pas possible. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait, c'est pas possible. Bon, vous savez, moi je ne suis pas l'apôtre de la cybersurveillance. Il faut dire qu'on a affaire à des systèmes fort complexes. C'est difficile. Et malgré tout, les États s'efforcent de pratiquer une certaine cybersurveillance. Au cours des derniers mois, d'ailleurs, on a vu que, depuis les États-Unis en passant par le G8, les États prennent des mesures et s'engagent à tout faire pour contrôler tant que faire se peut Internet, un tout petit peu, et ça donne finalement une surveillance tous azimuts qui pose problème. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, et ceux qui nous écoutent, probablement, beaucoup d'entre eux ne vont pas le comprendre. Il y a une loi, l'UPSI, en France, pour essayer de réglementer l'accès aux images à caractère pédopornographique sur Internet, c'est-à-dire, pour faire court, toutes les sites pédophiles. Alors, pourquoi ce qui serait vrai dans la société? C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas se livrer à des activités comme celle-là sous peine d'être sanctionné. Pourquoi, d'un seul coup, à partir du moment où ça se passerait sur Internet, eh bien, on n'aurait pas d'autre solution que de laisser faire. Ça, franchement, je pense que les gens enfin, je prends cet exemple, mais je pourrais en prendre d'autres. C'est pareil pour enfin, on parlait d'Adopi tout à l'heure. Pourquoi ce qui serait vrai dans la société normale et accepté par tout le monde, sur Internet, non, il y aurait un hold-up de ça, un coup d'État là-dessus, et on ne pourrait pas le faire sur Internet. Expliquez-moi, là, Éric Filliol, je ne comprends pas. Moi, je pense qu'il y a une erreur de croire que Internet est une dimension décorrélée de l'espace réel. Ça, déjà, je pense que c'est pas possible d'imaginer qu'il y ait une réalité extérieure au monde physique. Le problème, encore une fois, c'est qu'on est sur une dimension qu'on ne peut pas techniquement contrôler. Chaque fois que vous sortirez un contrôle technique, les hackers vont pas forcément l'utiliser, mais vont 10 contre-mesures. Adopi, c'est sur un vrai problème qui est celui du piratage et de la propriété intellectuelle, la réponse qui a été apportée est calamiteuse. On pense que techniquement on peut contrôler ce genre de choses, c'est impossible. Parce que la notion de preuve dans le numérique existe. Et les sites pédophiles, c'est pareil, on ne peut pas. On ne peut pas, et d'ailleurs les juges d'instruction sont très conscients, on travaille beaucoup avec des juges d'instruction qui sont très méfiants vis-à-vis de ce qu'on appelle, entre guillemets, la preuve numérique. Et un juge d'instruction va toujours chercher à trouver d'autres éléments matériels dont il sait qu'ils seront beaucoup plus difficilement, voire impossibles à falsifier. Dans le domaine du numérique, vous pouvez incriminer à tort une personne, faire croire qu'elle est coupable, ou au contraire la disculper parce que tout est falsifiable. Alors, juste, tout à l'heure, vous nous disiez, donc vous plaidiez pour fréquenter les hackers et puis arriver à trouver un contrat avec eux, un contrat démocratique. Et vous, Zandro, vous nous dites, vous n'y croyez pas. Mais en même temps, vous dites, on ne peut pas laisser faire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si vous ne croyez pas à la capacité que nous pourrions avoir, que vous pourriez avoir,
à négocier un contrat qui soit un contrat démocratique avec les hackers. Non, on ne peut pas passer un contrat avec les hackers, car il ne s'agit pas d'un groupe homogène. On pourrait le faire éventuellement avec le Chaos Computer Club, mais ça laisserait de côté des milliers d'autres hackers dont les intérêts sont très différents. En fait, on ne peut pas contrôler Internet sans restreindre les libertés individuelles. Techniquement, quand on a un mandat pour inspecter un paquet de données qui transite sur le réseau, rien ne permet a priori de dire si c'est bon ou mauvais. On peut avoir affaire à un courrier électronique, tout ce qu'il y a de plus banal, mais aussi à un virus, par exemple. Que faire dans cette situation? Deux solutions, soit tout conserver pour garder une trace de toute transaction afin de pouvoir vérifier après coup en cas de problème, soit inspecter chaque paquet de données en transit sur le réseau. Ça s'appelle l'inspection de paquets. Ce sont en fait les deux seules méthodes permettant de contrôler ce qui se passe sur Internet et ainsi de faire la différence entre le bon et le mauvais. Mais dans les deux cas, les malfrats potentiels, tout comme les innocents, sont mis dans le même sac, car toute transaction doit être conservée, tout paquet d'où qu'il vienne sera inspecté. Cela ne va pas de soi dans une démocratie, car cela fait fi de la présomption d'innocence. Or, cette présomption d'innocence est une de nos libertés fondamentales. Avec cette méthode, n'est innocent que celui qui n'est pas coupable. Et notre liberté réelle est aussi remise en cause. Car si vous savez que l'État surveille vos faits et gestes sur Internet, votre liberté en prend un coup. Alors, le paradoxe, c'est qu'au nom de la liberté totale, on arrive à ce paradoxe absolu qu'en démocratie, il y a un appendice très important et de plus en plus important qui va échapper au fonctionnement démocratique. Alors, comment on s'en sortira? Je voudrais juste, pour terminer, parce que c'est en gros, pour l'instant, c'est le défi quand même, c'est le défi des années qui viennent. Je voudrais citer ce que vous reprenez dans le fameux livre Dune. Vous citez le maître du système et celui qui est capable de détruire le système. C'est le hacker. Mais en même temps, c'est inquiétant parce que les hackers qui maîtrisent le système ne sont pas des représentants élus. Et ça vous gêne pas, malgré cet espoir et ce pari qu'on fait, de leur donner d'une certaine manière, dans un certain nombre de secteurs, les clés de la maison commune? Je vous pose la question à tous les deux, pour finir. Si, ça fait peur. Mais à la limite, je dirais que les responsables sont ceux qui ont voulu mettre de l'informatique absolument partout pour faire du business, pour faire du service. Même dans des endroits où on n'aurait peut-être pas dû le mettre. On a parlé de Stuxnet, mais on oublie de dire qu'en 2003, on a quand même une centrale nucléaire américaine qui a été infectée par Blaster. On n'a jamais su qui était derrière. On a juste découvert que les centrales américaines étaient télématenues via Internet. Est-ce que là, il n'y a pas une responsabilité aussi des décideurs? Donc le problème, c'est une situation très complexe. C'est un formidable progrès Internet d'avoir mis l'informatique partout. Donc est-ce qu'on ne peut pas concilier ce progrès avec une certaine forme de contrainte qui serait de préserver les acquis de la démocratie? Votre dernière question pour vous, Sandro. Pardonnez, c'est un peu le... C'est ingérable, tout simplement. Rendez-vous compte, quelle folie de vouloir connecter à Internet des infrastructures aussi critiques, même en l'absence de toute intention malveillante. Vous n'imaginez pas le risque de panne que cela entraîne en raison de toutes les interactions possibles. Mais beaucoup d'entreprises l'ont fait, beaucoup d'États l'ont fait parce que c'était pratique, parce qu'il fallait réduire les coûts, licencier des gens, et on n'a jamais pensé à la sécurité. Aujourd'hui, on se rend compte que tous ces systèmes sont vulnérables, sont de véritables passoires. Mais ça fait 25 ans qu'on traîne ce problème derrière nous. Et la dépendance est d'autant plus forte dans les pays où tout transite par Internet, comme les États-Unis et l'Estonie. D'ailleurs, ce sont les deux pays les plus acharnés à tout vouloir surveiller à l'OTAN. Mais c'est trop tard, ils ne peuvent plus revenir en arrière, car ça coûterait trop cher aujourd'hui. Donc ils tentent désespérément d'imposer des contrôles sur tout, même si l'on sait que finalement ça ne sert pas à grand-chose. En tous les cas, même si vous m'avez vous m'avez obligé à tenir le rôle de contrôleur, donc celui des États dans ce face-à-face que j'ai eu avec vous, puisque vous êtes plutôt du côté des hackers, c'était le moyen, en tous les cas pour les téléspectateurs, de faire comprendre ce qui s'est joué peut-être à Deauville, dans cette rencontre, et à Paris, dans cette rencontre qui a eu lieu entre les élus des États démocratiques et les représentants de cette galaxie, qui étaient tous là, à commencer par Zuckerberg pour Facebook, et tous les autres représentants de ce monde, qui se sont parlé sans toutefois complètement se comprendre, mais peut-être qu'ils se sont entendus.
pour essayer de faire leur chemin, chacun de leur côté, et créer une base possible de contrat dans le futur, ou en tous les cas quelque chose qui permettra de résoudre ces contradictions. Merci à vous deux. Cette émission est maintenant terminée. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Et pour tous ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à lire les livres de nos invités. Éric Filliol, donc c'est Cybercriminalité, enquête sur les mafias qui envahissent le web. C'est édité chez Duno. Et donc de Sandro Geiken, La cyberguerre, j'ai pas le livre ici, l'Internet est pour cause, comme champ de bataille, publié chez Open Source Press. Rendez-vous également sur le site d'Arte. Vous pouvez aussi bien nous écrire sur ce site. En attendant, restez sur Arte. Bonsoir messieurs, bonsoir, à très vite.